Bonjour, bonjour, bienvenue à ce live du mois de février. Alors, je vais juste vérifier que ça fonctionne bien avant de commencer. Ça semble fonctionner. Donc, je mets ça pour ne pas me faire déranger. Excellent! Alors, dans ce live aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà été confronté à un enfant en tant qu'intervenant, à un enfant qui ne vous répond pas ou qui n'agit pas, qui ne se met pas en action, ne fait pas la tâche demandée en période d'évaluation? OK? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? C'est le sujet d'aujourd'hui. En fait, on va regarder comment faire pour évaluer un enfant sans le pénaliser s'il ne répond pas ou ne s'active pas dans la tâche qu'il a à faire. Je vais y aller, en fait, comment éviter de pénaliser un enfant qui ne répond pas. Puis je vais y aller avec 3 exemples tirés du programme du préscolaire. Ici, au Québec, le préscolaire, c'est, je vais parler du préscolaire 5 ans, la maternelle 5 ans. C'est dans le fond, avant que les enfants apprennent à lire, à écrire vraiment plus concrètement, là, on va solidifier les bases sur plusieurs aspects, entre autres l'écriture, la lecture, mais aussi les mathématiques, puis tout un ensemble de connaissances, de compétences là, qui forment la base de l'enfant pour partir plus solide en première année. Donc, pourquoi j'ai choisi de prendre le préscolaire, des exemples à ce niveau-là? C'est parce que j'avais des clients, en tout cas, j'ai une cliente qui m'avait dit, moi, je suis quand même à l'aise avec le fait de lui faire pointer ou tout ça quand il s'agit d'une tâche un peu plus papier. Mais au préscolaire, j'ai beaucoup d'évaluations, de compétences, en fait, à évaluer qui sont à l'extérieur de ces composantes-là, un peu plus, on fait un signe, tout ça. Alors, dans le fond, là, ça serait, si j'ai pris les exemples du préscolaire, c'est vraiment pour aller faire un tout, pour aller toucher à différents aspects qui peuvent être un peu plus ambigus au niveau de qu'est-ce que je fais comme adaptation, comment j'évalue ce que je veux évaluer et non pas son absence de parole. Donc, c'est un long préambule aujourd'hui. Alors, bienvenue dans mon live. Merci d'être là. Ceux qui peuvent être là en direct, super. Écrivez-moi un petit allô dans les commentaires. Vous pouvez me faire un pouce en l'air pour me signifier que vous êtes là avec moi. Tout au long du live, là, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire vos commentaires, des questions. J'y viens là, une fois de temps en temps là, au courant de la présentation. Si vous êtes en rediffusion, écrivez-le moi aussi. J'aime ça là, quand les gens me disent et m'écrivent rediffusion dans les commentaires. Ça me permet de voir là, que les gens l'écoutent par la suite, parce que c'est sûr, sur l'heure du dîner, c'est pas toujours évident de se trouver un petit moment. On court tout le temps. Donc, merci d'être là en direct ou merci d'être là en rediffusion aussi. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Donc, alors, sans plus tarder, je me présente. Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. J'ai vécu la situation de mutisme sélectif avec ma fille pendant 7 ans. J'ai lu maintes et maintes études sur le sujet pour peaufiner, pour aller valider des petites choses que je voyais dans le quotidien avec ma fille. Ça m'a amené à offrir des ressources, mais en fait à démarrer mon entreprise pour outiller les adultes qui gravitent autour de l'enfant qui ne répond pas, parce que j'avais besoin de partager mon expertise, tout ce que j'avais développé aussi avec ma fille. Puis ça, parce que je sais à quel point on trouve pas beaucoup de ressources, puis que c'est difficile à ce moment-là de poursuivre puis de se dire hey, est-ce que je fais la bonne chose ou pas? Donc vraiment là, mon but c'est ça, c'est de vous outiller, de vous pister tout simplement pour que vous puissiez avoir peut-être un peu plus
de façons d'agir là, qui peuvent convenir à ce que vous vivez. J'ai écrit aussi là, mes livres, dans le fond, sur le métis. J'ai des services, des formations en ligne, tout ça. Donc, bref, à la fin, ceux qui sont intéressés, je vous donnerai mon adresse Internet, puis mon courriel si vous voulez me rejoindre. En tant qu'adulte, on se trouve souvent démunis, hein, je viens de le nommer. On veut agir du mieux qu'on pense, mais des fois, c'est pas toujours efficace pour faire progresser l'enfant. On se demande tout le temps, on a tout le temps une petite crainte de dire, bon, ben, j'ai peur de le faire stagner ou de le faire régresser par les comportements que je peux avoir envers lui, puisque je sais pas trop, je vais comme par essai-erreur. Et dans ce sens-là, quand ma fille a eu son premier bulletin au préscolaire, OK, elle avait des notes C et D là, partout. En fait, là, elle passait pratiquement pas, pratiquement pas par. C'est comme, il me semble, je le dis bizarre, là, mais elle passait pas presque partout. Bon, j'ai trouvé les bons mots. Puis, je trouvais ça injuste. Je trouvais ça injuste parce qu'il y a des composantes, il y a des aspects là-dedans, des connaissances, des compétences que je savais qu'elle avait. À la maison, là, je voyais très bien ça. Je voyais qu'elle était capable de nommer, de prendre position, de nommer si elle avait aimé telle activité ou pas, ou elle se connaissait aussi pour savoir, mettons, une qualité, tout ça. Bon, puis elle a juste pas été capable de démontrer ses connaissances à l'enseignant au moment où elle a évalué, ou en tout cas dans le groupe classe. Ça m'a interpellée beaucoup parce que je me suis dit que c'était injuste pour elle de vivre ça, tandis que c'est pas vraiment ça qu'on avait ciblé. La note représentait pas ce qu'on voulait. Alors, c'est pour cela que je trouve ça important de se renseigner, de vous donner des comportements à éviter, à privilégier pour que vous ayez un bagage sur ça, puis savoir un peu comment évaluer les connaissances de l'enfant, pas juste les connaissances vraiment, pas juste son absence de parole dans une situation, OK? Puis je le sais, là, les intervenants, vous êtes dans un groupe classe, par exemple, avec plusieurs élèves, vous avez d'autres élèves à tenir en compte, donc c'est sûr qu'il faut mettre des moyens en place, des adaptations, mais qui vont tenir compte de votre réalité, classe, groupe. C'est pas vrai qu'on peut adapter pour faire des choses un à un avec chacun tout le temps, là. Je connais votre réalité, j'ai été 15 ans dans les écoles, c'est pas ça le but. Mais aujourd'hui, je veux juste entamer des réflexions au niveau de est-ce que j'évalue de face les connaissances quand je mets telle note au bulletin ou en tout cas dans son évaluation, ou est-ce que c'est pas vraiment ça que j'évalue? Donc, en direct, bonjour Vanessa, merci d'avoir écrit. Ici, enseignante au primaire et maman d'une ado de 13 ans qui fait du mutisme. Merci d'être là, Vanessa. Merci beaucoup. Kathleen, maman, la petite CPA. OK. Bonjour. Bonjour, Kathleen. On se connaît. Oui. Oui, bravo. Merci d'être là, Kathleen. Ça me fait plaisir de vous revoir. Donc, excellent. Bien, merci. Merci d'être là. Donc, là, on va y aller avec 3 exemples, comme je disais, tirés du programme du préscolaire pour se donner un peu une idée de comment faire pour évaluer d'une façon à ce que on ait ciblé les compétences, les connaissances, les compétences de l'enfant, puis on mette une note sur ça. OK. Alors, dans le programme du préscolaire du Québec, il y a 5 grands domaines où on va aller voir les compétences puis voir qu'est-ce qu'il faut évaluer chez les enfants. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le premier exemple, OK, c'est dans le domaine physique et moteur. OK, ça, c'est le grand domaine, un des 5 domaines. Puis, dans la compétence, accroître son développement physique et moteur. Donc, on est vraiment dans l'aspect où on bouge le corps et tout.
On va aller voir l'axe de développement de la motricité, okay, parce qu'il y a plusieurs axes de développement. Puis, la composante développer sa motricité globale. Donc, si on veut évaluer sa motricité globale, de faire les mouvements de façon avec le corps au complet, là, pas un petit mouvement précis. Okay? C'est ça que ça veut dire, la motricité globale. Si, par exemple, l'enseignante fait ou l'intervenante fait un parcours moteur pour voir où est-ce que où est-ce que les enfants sont rendus au niveau de leur motricité globale. Alors là, si l'enfant ne participe pas, il fige, ne fait pas le parcours devant les autres en groupe classe, il va falloir aller voir avant d'y mettre une note en échec. C'est pas vrai, il a pas fait le parcours, on peut pas le mettre en échec. Okay? Sinon, on n'irait pas évaluer la composante qu'on veut. Alors là, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, on va trouver un moyen alternatif, une adaptation, par exemple, pour aller évaluer si l'enfant est capable d'exécuter ses mouvements sur ce qu'on veut l'évaluer. Alors, c'est soit, par exemple, de le prendre seul pour lui faire le parcours. C'est soit de regarder sur la cour de récréation quand il va dans les modules de jeu, de demander au prof d'éducation physique, d'aller voir, je sais pas, de demander à un camarade avec qui il est à l'aise de le filmer pendant qu'il fait le parcours, de faire ça amusant. Comme ça, l'enseignant après ou l'éducateur peut aller regarder en fait ce qu'il y en est au niveau moteur. Okay? Peu importe la façon que vous allez adapter, le but, c'est de voir l'enfant en action dans le parcours ou dans peu importe quelle situation où là, vous allez cibler c'est quoi les mouvements que vous voulez aller voir, par exemple, faire le crabe, sauter, etc. Ramper, bon, je ne sais pas là qu'est-ce que vous ciblez exactement, mais ça va être de le voir dans ce parcours-là pour pouvoir noter quand il fait le parcours, est-ce que il a les compétences, est-ce qu'il est capable de réaliser ce que je lui demande de façon habile ou si c'est laborieux pour lui. Et c'est là que vous allez pouvoir mettre une note sur ce que l'enfant fait comme mouvement. Okay? Dans cet aspect-là, cette composante-là de développer sa motricité globale. Okay? Donc, s'il est capable d'exécuter le parcours, les mouvements, mais vous n'allez pas le pénaliser dans sa note. Okay? Même si vous avez dû adapter parce qu'il n'est pas capable en grand groupe. Parce que si vous mettez une note en disant il n'est pas capable, parce qu'en grand groupe, il n'a pas fait le parcours, vous allez mettre une note sur la compétence sociale d'être en groupe, de participer en groupe. Alors, il faut vraiment être sûr d'aller voir de façon précise, est-ce que la note représente, puis ce que j'ai observé, ça représente ce que je veux évaluer. Alors, tout au long là, des exemples, c'est à ça que je veux vous amener, à cette conscience-là. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cet exemple-là? Il ne semble pas avoir de questions, alors je vais poursuivre. Le deuxième exemple, on va aller dans le domaine social cette fois-ci. La compétence, c'est de construire sa conscience de soi. Puis, on va aller dans l'axe de développement, l'appartenance au groupe. Puis, la composante précise qu'on va évaluer, c'est démontrer de l'ouverture aux autres. Okay? Pourquoi je vous dis tout ça là, de façon très précise? C'est que si j'ai des enseignants, des intervenants qui veulent aller, c'est leur charabia, là, ils vont vraiment bien se reconnaître, savoir où est-ce que j'ai pris ça. Donc, démontrer de l'ouverture aux autres, ça veut dire quand je suis en groupe, là, est-ce que j'interagis, est-ce que je me referme sur moi-même ou pas? OK? Alors, si on a un enfant qui tolère la présence des autres, on voit qu'il y a un intérêt, là, des fois, il joue de façon parallèle, il fait un petit sourire de loin. Quand un enfant vient le voir, il va l'observer, il va pas nécessairement lui parler, mais il peut interagir de façon non verbale, lui faire des signes, le suivre dans un jeu. Il faut observer pas juste dans les activités de grands groupes,
Parce que ça se peut que dans une activité de grand groupe ou dans les activités de grand groupe, l'enfant ne bouge pas, il fige, il se replie sur lui-même, OK? Donc, ça va être difficile d'aller évaluer, démontrer de l'ouverture aux autres en grand groupe. Mais par contre, si on l'observe sur la cour de récréation, si on l'observe, par exemple, dans les temps libres, dans le local, où là, tout le monde fait un petit peu ses affaires, ses jeux, là, on peut voir, si on voit une distinction, ben c'est sûr qu'en grand groupe, on va pas, s'il fige, c'est une chose. Oui, il va être quand même à un certain niveau de difficulté, mais on va pas lui mettre la même note entre, par exemple, un enfant qui interagit en sous-groupe ou dans les temps libres, dans les récréations ou à d'autres moments d'une façon différente. On voit l'ouverture qu'il a aux autres. On voit qu'il démontre une certaine participation, même si c'est de façon non verbale, au niveau où lui est rendu. Alors, ça ne sera pas la même difficulté parce qu'il va être dans un processus, il va être dans un cheminement, contrairement à l'autre enfant, par exemple, qui, lui, reste toujours seul. On le voit se promener seul aux récréations. On le voit qu'il se replie sur lui-même. S'il y a un camarade qui essaie de venir lui parler, OK, il se replie, il ne va pas avoir d'interaction, même non verbale ou aucun signe. Alors là, vous voyez la distinction entre les nuances entre tout ça. Donc, démontrer de l'ouverture aux autres, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte de l'endroit où il est rendu dans son niveau de développement, il faut tenir compte de est-ce qu'il est très replié puis il n'y a jamais d'interaction ou il est capable de façon non verbale d'interagir, il est capable de se faire comprendre, il est capable d'aller vers les autres, d'accepter que les autres viennent vers lui. Donc, tous ces aspects-là vont faire en sorte que la note qu'on va mettre, ça ne sera pas la même. Comprenez? Donc, la difficulté ne sera pas aussi élevée si l'enfant, on voit qu'il a un intérêt puis il veut, mais il le fait à sa façon, par exemple de façon non verbale ou par signe, tranquillement. OK? On voit qu'il y a un cheminement, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Alors, on ne va pas le pénaliser au même titre que l'autre qui est rendu au stade encore très refermé sur lui. Okay? Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là, mais je vous donne des pistes de réflexion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au deuxième exemple? Ça va, excellent. Le troisième exemple, ça va être dans le domaine affectif, dans la compétence construire sa conscience de soi. Hey, tantôt, je me suis trompée. J'ai dit que c'était le côté social qu'on vient de faire l'autre d'avant. Je suis vraiment désolée. Domaine social, puis la compétence, je me suis complètement trompée. C'était vivre des relations harmonieuses au groupe. OK? C'est parce que je n'étais pas dans la bonne affaire. Hey, je me suis complètement mêlée. C'est ça. Donc, l'exemple que je viens de donner, on rectifie ça, il me semblait aussi. L'exemple que je viens de donner concernant le côté social, d'ouverture, je me suis même pas, je m'en suis même pas rendu compte. Démontrer de l'ouverture aux autres, c'est au niveau de l'appartenance au groupe, c'est le côté social. Vivre des relations harmonieuses avec les autres, c'est ça la composante. OK. Donc, on vient de faire cela, je suis vraiment désolée. Et là, c'est la troisième. Ah, voilà. Et là, c'est le côté affectif. Donc, construire sa conscience de soi. Vous me le dites, quand vous voyez que ça marche pas ce que je dis, là, c'était sûrement pas clair. Alors, dans la connaissance, c'est là le développement de la connaissance de soi, puis la composante qu'on va évaluer, c'est le reconnaître ses besoins. OK, parfait. Là, on l'a. Alors, ça arrive souvent pour les enfants qui ne répondent pas, de ne pas, de s'échapper dans leur pantalon, par exemple, de ne pas être capable d'aller nommer leurs besoins d'aller à la salle de bain. OK? On fait quoi avec ça? Comment on évalue ça, cette composante-là, de reconnaître ses besoins? Puis reconnaître ses besoins dans le programme, c'est entre autres d'être capable de les nommer, de les reconnaître puis de les nommer pour
régler ça, ces besoins-là. Alors, par exemple, d'aller à la salle de bain. Donc, si l'enfant s'échappe, puis que là, on met des moyens en place, on se dit, OK, on lui donne, bon, on regarde avec l'enfant qu'est-ce qu'il aime le mieux, qu'est-ce qui pourrait être utile pour lui, qu'est-ce qu'il a envie d'utiliser aussi comme moyen pour l'aider. OK, puis soit qu'on met, par exemple, un pictogramme, soit on s'organise pour aller voir l'enfant à des moments clés qu'on détermine, puis on va le voir en lui demandant « As-tu quelque chose à me demander? » Et là, l'enfant, on convient avec lui d'un signe qu'il peut faire, OK, pour éviter d'aller au-delà de ses besoins, puis de nommer « As-tu envie d'aller à la toilette? » OK, on va faire un pas de plus dans ce sens-là. Donc, ça peut être un signe, etc. S'il est capable d'utiliser ces moyens-là qui ont été mis en place, ça fait en sorte qu'il va aux toilettes, il ne s'échappe plus. Alors là, la composante, vous pouvez l'évaluer en voyant, en tout cas sur cet aspect-là, qui est capable de reconnaître ses besoins, de les nommer, de répondre à ses besoins finalement. Donc, vous allez l'évaluer de cette façon-là, malgré les moyens, les adaptations qui auront été mises en place. Par contre, si l'enfant n'est pas capable de le nommer d'une certaine façon, malgré on a convenu d'un signe avec lui, il était en accord, malgré le fait qu'il y avait un pictogramme, par exemple, ça veut dire que ce sont des moyens qui sont encore trop difficiles pour lui. On va aller sous-graduer encore. Et c'est là qu'il faut vraiment user de créativité, là. Je vous le dis, des fois, on se dit OK, comment je vais faire ça? Collaborer avec les parents, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, aller voir les forces de l'enfant pour essayer de trouver une façon vraiment qui va être utile pour l'enfant, mais en sous-graduant encore plus, de façon là, très microscopique. Ça va permettre peut-être qu'il soit capable éventuellement d'y arriver, OK, à aller à la salle de bain puis à prendre ses moyens. En attendant, s'il n'est pas capable, malgré les moyens, malgré les adaptations, c'est sûr qu'il y aura une difficulté dans sa note quand on va l'évaluer comparativement à quand il y a des adaptations, mais qui est capable de les utiliser et ça fait en sorte qu'il est capable de nommer, reconnaître ses besoins, de les nommer, puis tout ça. Okay. Est-ce que vous voyez la distinction? Est-ce que c'est clair? Faites-moi un petit pouce en l'air là, si c'est clair ce que je dis. J'ai l'impression il n'y a pas de question, rien, mais je veux vraiment m'assurer là, que tout est clair. Alors, ceux qui sont là, faites-moi un petit pouce en l'air. Dites-moi, OK, c'est clair, parfait. Excellent. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Puis, en attendant de voir, là, si vous avez des questions, je vous laisse un petit moment pour les écrire. Si je résume, OK, avant de noter l'enfant, c'est important d'observer s'il est capable de faire ce qui est demandé. OK? D'une autre façon, s'il n'est pas capable, par exemple, en grand groupe, on veut vraiment aller cibler, voir s'il y a les compétences, les connaissances de ce que j'ai ciblé. Donc, avant de mettre une note, on observe c'est quoi les objectifs de l'évaluation avant de poser mon jugement puis lui mettre une note. Puis ça, c'est vraiment important. Tout ce que je vous ai nommé, ce sont des pistes de réflexion. Il n'y a rien de canner dans le béton, dire voici la note que vous devez lui mettre. C'est pas ça. Ça dépend tellement de la situation, du contexte, de l'enfant, etc. Donc, on va faire attention à comment on l'évalue, mais il n'y a pas de réponse toute faite. OK? Mais au moins, vous allez avoir des pistes de réflexion pour dire la note, là, est-ce qu'elle reflète vraiment ce que je voulais évaluer ou elle reflète son absence de parole ou le fait qu'il n'a pas été capable de se mettre en action dans l'évaluation que je lui ai proposée. Alors, vraiment, c'est à ce niveau-là que j'aimerais que vous vous questionnez dorénavant. Quand vous avez à mettre une note, là, et que ce n'est pas facile comme ça, donc, puis à vous réajuster, par exemple, adapter l'évaluation pour être capable d'aller chercher l'information dont vous avez besoin.
Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, pour toutes mes formations en ligne, mes services, mes livres, allez voir sur le site genevièveb.co. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement. info@genevièveb.co. Puis, dans le fond, si vous voulez d'autres vidéos, là, vous allez sur mon site YouTube. J'ai plein de contenus gratuits, entre autres les autres lives que j'ai fait les derniers mois. Tout est là. Donc, sur différents sujets aussi, des vidéos, des extraits de mes formations et tout. Puis, taguez des gens, partagez la vidéo là, si vous trouvez que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui pourraient être concernées par le sujet. Sachez aussi que dans la même ordre d'idée, j'ai une vidéo qui sort sur YouTube le 17 février et sur Facebook le 18 février. Le titre, c'est « Doit-on modifier le bulletin d'un enfant qui ne répond pas ?» Donc, je vais aborder le même sujet qu'aujourd'hui, mais sous un autre angle, avec des adaptations possibles, là, dans le fond, pour aller voir si on doit modifier le bulletin de l'enfant. Prenez note, mettez ça à votre agenda. Mon prochain live, c'est le 15 mars. Le sujet, ça va être « Laisser un enfant qui ne répond pas dans son silence ?» Point d'interrogation. Hein? Est-ce qu'on le laisse ou pas ou à quel niveau, hein? Jusqu'où on le laisse dans son silence ou on intervient. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Puis, on se revoit au mois de mars. Bonne fin de journée. Bye bye.